Alors, Dominique Besançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'Anatole Lebras. Vous avez écrit une thèse sur la légende de la mort en 1985 et vous êtes auteur de nombreux ouvrages et d'anthologies sur les traditions populaires, la littérature bretonne notamment. Nous allons parler de votre dernier ouvrage, La Bretagne fantastique. Oui. Et vous dites que c'est le premier ouvrage sur le fantastique breton. Il n'y en a pas d'autres avant. Non, Est-ce que vous effectivement, pouvez, je me suis renseignée. Il n'y a pas, c'est le premier ouvrage de fantastique spécifiquement breton. Il en existe sur la littérature anglo-saxonne ou autre, mais pas sur la Bretagne, parce que le lecteur a souvent tendance à confondre le merveilleux, le surnaturel et le fantastique. Or, le fantastique correspond à une définition littéraire bien précise. Un récit est fantastique quand, une fois sa lecture terminée, le lecteur se demande s'il y a eu une intervention surnaturelle ou si le personnage est en pleine confusion mentale. Et évidemment que là, c'est du fantastique, et ce fantastique-là doit créer le temps de la lecture un petit frisson de la peur chez le lecteur, évidemment, parce que le fantastique est rarement très rose, il est plutôt noir, ce qui implique qu'il y a une complicité entre les auteurs et le lecteur, puisque le lecteur arrive à vouloir rentrer dans le jeu de l'auteur. C'est une manipulation consentie pour avoir ce petit frisson de la peur. Alors, c'est pourquoi vous avez choisi ces auteurs en particulier, je présume, oui, et pas d'autres auteurs. Donc nous avons alors Anatole Lebras, bien sûr, Villiers de l'Isle-Adam, Laurens de la Barre, Octave Mirbeau, voilà pour les plus connus. Oui. Alors, il y a une dizaine d'auteurs. La majorité étaient soit bretons, soit intimement liés à la péninsule et ancrés dans la vie locale, et 15 nouvelles, toutes fantastiques. Alors, ces auteurs-là, pour répondre premièrement aux critères du fantastique dont je viens de parler, donc, par exemple, Émile Souvestre n'a pas écrit de réellement fantastique. Ces auteurs-là, d'autre part, je voulais offrir au lecteur une grande variété de tons, de styles et de lieux. C'est-à-dire qu'à travers la Bretagne fantastique, il fait son tour de Bretagne, aussi bien dans les îles qu'en centre-Bretagne que sur la côte, et des auteurs qui ont un style très différent. Par exemple, Georges Gustave Toudouse a un certain style, d'autres sont plus ironiques, d'autres manient l'humour, comme Claude Seignol également. Et donc, je voulais offrir... conduire le lecteur dans un univers qu'il ne connaît pas et presque le prendre par la main à travers la préface, les commentaires, les biographies. Donc toute une exploration, une sorte de tour de Bretagne du fantastique. Oui, et 3 ans de tour de Bretagne pour moi, oui. Intense, mais vraiment un plaisir. Dans la préface, vous dites « En Bretagne, on succombe parfois, on ne décède jamais, on trépasse ». Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette... Ceci est éminemment breton, parce que le mot trépasser, on parle de trépasser et on trépasse. Le mot trépasser signifie passer d'ici à là. C'est exactement l'équivalent du viatique. Donc on quitte ici-bas pour aller dans l'au-delà, mais on reste bloqué aux portes de l'au-delà et on repasse aussi sec sur terre. Ce qui veut dire que la mort n'entraîne pas dans ce cas-là le séjour au paradis ou au purgatoire. La majorité des morts reviennent faire leur purgatoire sur terre, donc ils trépassent et ils reviennent tout de suite. Ce qui signifie que les vivants vivent au milieu
des morts, qui sont, dit un adage, aussi nombreux que l'herbe des prés à la nuit tombée. Donc on vit constamment avec ces morts et avec la pensée de la mort, mais en un temps renversé, la nuit pour les morts, le jour pour les vivants. En parcourant l'ouvrage, il y a un imaginaire qui convoque des créatures fantastiques et de l'invisible, l'encou, les corrigans. Pas les corrigans, l'encou. L'encou, oui. Spécialement. Parce qu'en fait, j'ai construit l'ouvrage de façon à se référer. Le fantastique breton s'appuie sur les riches croyances mortuaires pour mieux s'en dégager. C'est de la littérature, c'est pas du folklore. Hein. Donc on s'appuie dessus. Moi, je les reconnais parfaitement bien. Et j'ai construit l'ouvrage aussi dans son plan pour guider le lecteur. C'est-à-dire qu'on commence par les fameux intersignes, les signes qui annoncent la mort en Bretagne, là par Villiers d'Isle-Adam, qui sont un des fondements de la culture populaire bretonne, c'est-à-dire connaître, être averti de ce qui va se passer. Mais il y a un autre personnage, notre star bretonne, qui a ce rôle d'avertisseur, c'est l'encou. Donc je commence par là. Ensuite, ces deux grands principes quasiment philosophiques d'avertir de sa mort sont déclinés par chaque auteur comme il le veut, comme il le sent et repris. Ce sont des textes littéraires. Donc il y a un lien très étroit entre l'intersigne et l'encou. Oui, parce ça fonctionne toujours oui, ensemble tout à fait. C'est rarement perçu, il faut vraiment bien décortiquer l'encou. L'encou apporte la mort, mais c'est aussi, la plupart du temps, il annonce. Et quand il vous annonce votre mort, il vous laisse le temps. Pardon pour le vous allez chacun vous sentir concerné. Il vous laisse le temps de vous mettre en règle avec vos affaires terrestres et avec votre conscience. Donc à partir de là, vu à travers des yeux bretons, il vous permet de faire une bonne mort. Est-ce qu'on retrouve l'intersigne ailleurs qu'en Bretagne? Ou c'est vraiment très spécifique? C'est spécifiquement breton et je vous assure que j'enrage quand je lis les biographies de Villiers de l'Isle-Adam, par exemple, qui est né à Saint-Brieuc, qui a grandi autour de Lannion, à une époque où les traditions populaires étaient très vivaces, et les exégètes, j'ai envie de dire français, pardon pour le mot, signalent qu'il est né à Saint-Brieuc comme si c'était anodin. Et après, son récit qu'il a intitulé « L'intersigne », ils disent oui, un phénomène hallucinatoire. C'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est vrai que l'intersigne peut relever de l'hallucination, mais c'est bien intégré dans un contexte culturel spécifique qui est breton. Et ça, on ne le signale pas quand c'est Villiers de l'Isle-Adam, donc j'ai enfoncé le clou. J'ai voulu rebondir aussi sur donc, une chose que vous dites, toujours dans la préface, c'est le fantastique et le contrepoint du rationalisme. Il y a donc un ancrage historique en fait à l'engouement pour le fantastique. Donc à la fin du XIXe siècle, il s'agissait de l'émergence des nations. Et donc on a voulu faire une collecte de la tradition orale et populaire pour éviter qu'elle disparaisse peut-être. Et comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui on revient, enfin depuis déjà pas mal de temps, peut-être un demi-siècle, qu'il y a encore une résurgence de cette passion pour le fantastique? Alors, c'est parce que, alors d'une part, le folklore, c'est-à-dire collecter, garder trace de son passé, et le fantastique sont souvent allés de pair parce qu'ils se produisent en période de trouble. Et on a appelé la période entre la guerre 1870 et la guerre 1914 l'ère du folklore breton. Parce que là, on a recueilli. La guerre est un trouble. Chaque guerre entraîne de profondes mutations économiques et sociologiques. Et là, on est entre les deux guerres. En même temps, même si chaque guerre finit par apporter quand même des progrès, ça n'empêche que ces mutations sont extrêmement angoissantes et à partir de là,
on cherche des réponses dans la littérature fantastique, cette fois, qui permet parce que la littérature fantastique traite ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est-à-dire que va-t-il se passer après? C'est pas la mort c'est banal, mais qu'arrive-t-il après? C'est ce à quoi les religions et les littératures orales comme populaires tentent d'apporter des réponses, les mythes également. Et comme par hasard, en période de grands troubles et de grandes mutations sociétales, eh bien, la littérature fantastique fleurit. Donc, elle refleurit actuellement parce qu'on n'est quand même pas dans une période de grande gaieté et de grand optimisme envers l'avenir. Dès qu'une guerre menace, dès qu'il y a des événements inquiétants, ça ressurgit parce qu'on a besoin d'exprimer notre trouble profond. Et la littérature fantastique là-dessus est extraordinaire. Alors, dans cet ouvrage, on parle de religion bretonne. Hein. Voilà, on traverse une forme de christianisme païen, comme on dit, avec l'invisible, avec des cultes un petit peu particuliers, culte de la mort, notamment. Et vous dites qu'il y a une universalité de cette religion bretonne. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Alors, il y a une universalité dans la religion bretonne est spécifiquement bretonne, mais ce qui est universel, effectivement, c'est qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, on trépasse en Bretagne, c'est-à-dire qu'on revient. La mort conçue comme anéantissement total n'existe pas, puisqu'on revient sous une forme ou une autre, et c'est cet aspect universel de poser cette question, encore, qu'arrive-t-il après ? Donc on l'imagine sous toutes les formes, des bons morts, des mauvais morts, des ceci, des cela. Voilà. C'est en fait une façon de perdurer, d'imaginer que l'on perdure d'une façon ou d'une autre. Quoi. Très bien. Et on est voilà, bien dans le thème du festival Bretagne est univers, ça on peut le dire. C'est parce que cette anthologie qui est si bretonne, elle a paru chez un éditeur breton qui s'appelle Terre de Brume, mais dans sa collection Terre fantastique au pluriel, qui s'adresse à tout francophone, parce qu'effectivement, ce thème-là est universel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dominique Besançon. Merci. C'est moi qui vous remercie.